Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le cours sur les événements indésirables des médicaments. Quelles sont les définitions, les situations à risque qui peuvent engendrer ce genre de réaction aux effets indésirables liés à l'utilisation des médicaments. On va essayer de voir aussi la, la classification la plus utilisée et comment et la conduite à tenir devant chaque type d'effet indésirable. Bien évidemment, je vais essayer de donner en parallèle, c'est-à-dire des exemples pour chaque type d'événement indésirable. Ah, l'écran ne passe pas. Enfin, je continue plutôt sur quelques terminologies. Donc, il y a plusieurs termes qui sont appropriés pour désigner et expliquer et définir plutôt un effet indésirable. Donc, anciennement, on appelait l'effet indésirable comme effet latéral, et effet accessoire, effet secondaire, qui est le jargon le plus utilisé, ou bien effet nocif. Mais vous voyez ici que le terme ici le plus approprié, ce n'est ni effet nocif ni effet secondaire. Donc, on parle effet indésirable. Et on verra par la suite pourquoi cette terminologie, elle est propre ou spécifique à l'effet indésirable par rapport à sa définition qui a été changée. Donc, l'effet indésirable médicamenteux, ou bien en anglais, c'est adverse drug reaction. Donc, quelques généralités. Donc, comme vous savez tous, donc, il n'y a aucun médicament qui est dépourvu de risque d'effets indésirables. Tout ça, c'est par rapport aux effets, aux conditions d'utilisation optimales, c'est-à-dire est-ce on respecte totalement les conditions d'administration du médicament, c'est-à-dire on utilise le médicament de bonne qualité, est-ce qu'on respecte la bonne dose, la posologie, est-ce que on respecte toujours les précautions d'usage et d'administration de ce médicament. Donc, ou bien on est dans une situation autre que les conditions optimales, à savoir donc c'est l'utilisation ou l'usage irrationnel dû à des erreurs humaines. Donc, à savoir, si par exemple on se trompe sur un diagnostic et on ne donne pas le bon traitement, donc ça sous-entend qu'on va exposer le patient à des effets indésirables, ou bien une erreur médicamenteuse, on trompe carrément sur la DCI, la dénomination commune, c'est-à-dire on trompe carrément sur les médicaments, ou bien on ne tient pas en compte à une éventuelle interaction médicamenteuse, c'est-à-dire il y a deux médicaments ou bien plusieurs médicaments qui sont pris en même temps, qui interagissent entre elles sur les différentes phases de pharmacologique, à savoir pharmacocinétique et pharmacodynamique. L'automédication aussi, sans avoir recours à une consultation spécialisée. La non-observance, c'est-à-dire c'est la non-prise réelle du médicament. Donc aussi, c'est une situation à risque où peut le médicament provoquer des effets indésirables. Dans certaines situations, une allergie, par exemple, ou une atopie, ce qu'on appelle une atopie liée aux particularités, aux spécificités du patient qui peuvent déclencher ou c'est-à-dire se trouver dans une situation euh, à risque, voilà. Ou bien aussi, si on prend par exemple un médicament contrefait, donc ça peut donner
et provoquer des effets indésirables. Donc, c'est quoi la définition? Donc, comme vous voyez ici, c'est une réaction nocive et non voulue. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle d'effet indésirable. Donc, c'est une réaction non voulue, donc qui se produit aux posologies normalement utilisées. Donc, on n'est plus dans c'est-à-dire la posologie excessive ou bien le surdosage, donc utilisé chez l'homme pour la prophylaxie dans un but de prophylaxie, ou bien un diagnostic, ou bien traiter une maladie existante ou modifier une fonction physiologique. Donc, c'est toutes ces situations-là qui peuvent engendrer un effet indésirable. Donc, je reprends, donc c'est un effet nocif, donc non voulu, qui se produit à des posologies normalement utilisées chez l'homme. Puis après, donc ça vient les indications de prescription ou bien les situations de prescription des médicaments, à savoir on le donne dans un but de prophylaxie, dans le diagnostic par exemple, c'est les produits de contraste par exemple, les traitements d'une maladie, il y a beaucoup d'exemples, ou la modification d'une fonction physiologique, les ostropogestatives, un traitement substitutif d'une fonction, c'est-à-dire déjà amputée. Donc c'est bien cette définition qui a changé le jargon d'effet secondaire vers l'effet indésirable. Donc, l'effet indésirable est aussi toute réaction qui résulte soit d'un mésusage. C'est quoi le mésusage? Le mésusage, c'est l'utilisation d'un médicament en dehors de son indication. On dit que la non-indication d'un traitement quelconque est une contre-indication à ce traitement-là. Donc, aussi la situation d'un usage abusif, par exemple, l'utilisation abusive des antibiotiques dans les traitements des maladies ou bien infections virales, qui ont provoqué avec le temps une résistance aux antibiotiques. On a aussi la situation dans le syndrome de sévrage, quand on arrête subitement, sans respecter la cinétique d'arrêt ou de sévrage de certains médicaments, par exemple les psychotropes aussi. Donc, on a ce syndrome de sévrage qui est susceptible de donner beaucoup d'effets indésirables. La pharmacodépendance aussi, je reste sur l'exemple des psychotropes, il y a une certaine pharmacodépendance qui se manifeste avec le temps, qui est liée à l'utilisation de certaines classes thérapeutiques comme les psychotropes. Donc, c'est cette volonté accrue et continue dans le temps de consommer le même médicament avec des doses plus élevées. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la pharmacodépendance. Donc, l'erreur médicamenteuse aussi, elle peut être une situation qui peut résulter ou provoquer ou donner un effet indésirable, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Une inefficacité thérapeutique est considérée aussi comme un effet indésirable. Donc, si je donne un traitement, je suis inefficace. Et si je reprends la définition, l'inefficacité thérapeutique est une réaction ou bien un effet non souhaité. C'est ça ce qui fait que l'inefficacité est considérée comme un effet indésirable. Ou bien l'utilisation d'un produit défectueux ou de mauvaise qualité, les médicaments contrefaits peuvent engendrer des effets indésirables. Comme vous voyez ici, donc il y a ce diagramme c'est-à-dire qui définit une situation ou bien des situations pour lesquelles le médicament peut ne pas provoquer d'effets indésirables. C'est-à-dire, si on respecte les conditions optimales, normales d'utilisation, on va clairement diminuer l'intensité ou bien la fréquence de l'apparition des effets indésirables. Par contre, si vous voyez ici, donc si on est sur la deuxième situation, c'est-à-dire le mésusage des erreurs médicamenteuses, les produits contrefaits,
ou bien l'abus d'un traitement psychotrope, ou bien le surdosage, ou bien tout cela. Donc, c'est cette ligne-là, il y a juste cette ligne, juste au milieu, qui sépare les conditions normales optimales et les situations qu'on appelle les situations à risque. Donc, vous voyez donc où se trouve, c'est-à-dire l'effet indésirable, il est juste au milieu. Donc, si on respecte pas cette ligne-là qui sépare, comme je viens d'expliquer, les conditions optimales versus toute situation à risque, à savoir le mésusage et tout. Donc, il y a une forte probabilité que l'effet indésirable se manifeste avec une fréquence très importante, mais aussi avec une gravité, c'est-à-dire un grade qui est vraiment supérieur et très grave. Il y a plusieurs classifications des effets indésirables donc, qui sont connues. On peut classer l'effet indésirable selon sa fréquence. On dit un effet indésirable fréquent, rare. Donc, ça dépendra de la fréquence de l'apparition. On peut classer aussi l'effet indésirable selon sa nature, selon aussi le mécanisme de survenue. Donc, c'est la classification plus utilisée et qu'on va développer par la suite. On peut aussi classer le médicament selon la prévisibilité, c'est-à-dire qu'il soit prévisible ou non, ou bien aussi un effet indésirable grave ou moins grave, ou bien un effet indésirable mineur. Classification selon la fréquence, on dit qu'un effet indésirable fréquent, si sa fréquence de survenue est supérieure et dépasse les 5%. Il est occasionnel si sa fréquence elle est comprise entre le 0,1% et le 5%. On dit aussi que l'effet indésirable rare, si sa fréquence de survenue elle est inférieure à 0,1%. Une classification selon la nature, une classification avec aucune spécificité d'organe, c'est-à-dire c'est un effet indésirable qui peut se manifester et toucher plusieurs organes à la fois. Comme j'ai donné l'exemple la dernière fois de la chimiothérapie classique, elle peut provoquer des effets indésirables sur la moelle osseuse, sur le derme. Elle peut aussi donner des effets secondaires type immuno-allergique. Donc, il n'y a aucune spécificité d'organe par rapport à la nature de cet effet indésirable. Ou bien le contraire. Donc, il y a des effets indésirables comme qui sont uniquement spécifiques d'organes, ou bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle les effets de classe, comme par exemple certaines molécules innovantes ou une thérapie ciblée qui, par son mécanisme d'action, peuvent provoquer des effets indésirables de classe, ce qu'on appelle de classe, comme par exemple, je donnerai l'exemple de thérapies ciblées comme les anti-angiogéniques. Ils ont ce tropisme-là cutané et ont tendance à provoquer des effets indésirables cutanés en plus par rapport à d'autres médicaments ou bien thérapies ciblées. Donc, on peut aussi classer l'événement indésirable sur une réaction, qu'elle soit aiguë, c'est-à-dire dans le temps, c'est une question de temps, ou bien subaiguë ou bien chronique, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Classer aussi l'effet indésirable par rapport à sa gravité, qu'il soit bénin ou grave, ou bien un effet indésirable qui apparaît, c'est-à-dire très précocement après son utilisation, ou bien à distance de l'utilisation, c'est-à-dire un événement indésirable tardif. Donc, on a un exemple, ce qu'on appelle un exemple empirique sur les effets indésirables tardifs, d'apparition tardive. Donc, on a l'exemple de cette molécule qui a été abandonnée dans le temps. Donc, c'est le diéthylstilbestrol, donc qui a été synthétisé par Dodds aux États-Unis en 1938. Elle a été proposée en 1946 pour le traitement des menaces d'avortement spontané et les complications de la grossesse. Vous voyez ici que 7 ans après, il y a des effets comparatifs qui concluent à son inefficacité. Il souligne déjà ses dangers. Donc, on est là après 7 ans d'utilisation. Le produit ici, il est inefficace.
Donc, qui dit inefficace, c'est un effet indésirable. Mais l'histoire n'a pas s'arrêté ici. Donc, quelques années plus tard, en 71, donc, on découvert plusieurs cancers du vagin chez les jeunes filles de 15 à 22 ans, dont les mères avaient déjà pris ce fameux diéthylstilbestrol quand elle était enceinte. Donc, il a été interdit dans la spécialité obstétricale. En 1981 jusqu'en 1988, on observe aussi de nombreuses anomalies utérines et de stérilité chez les jeunes femmes, dont la mère aussi avait pris le diéthylstilbestrol. Donc, chez les garçons aussi, chez les mamans qui ont pris aussi le diéthylstilbestrol, la fréquence des cancers ne semble pas avoir augmenté. Mais par contre, ils ont constaté des anomalies testiculaires sans qu'il y ait une diminution de la fertilité chez garçons-là. D'où la décision de retrait définitif de cette molécule de diéthylstilbestrol sur le marché. Donc maintenant, on va passer aux classifications selon le mécanisme. Donc c'est la classification qui nous intéresse le plus. Pourquoi s'intéresser à cette classification? Donc c'est très simple, afin de mieux comprendre les effets indésirables médicamenteux. Aussi, préconiser une conduite bien codifiée selon le mécanisme de survenue et aussi prévenir, c'est-à-dire l'apparition de ces effets indésirables. Donc on a cette classification selon le mécanisme de survenue, on a le type A comme explication des paramètres ou des concepts pharmacologiques. Donc, A, c'est par rapport à augmenter. Type B comme bizarre, il n'y a pas vraiment une explication ou bien elle n'est pas pharmacologique. Donc, on va essayer de voir la notion de l'immunoallergie et la non-immunoallergie dans ce type de réaction. Et aussi le type C, c'est la prise chronique de ces médicaments qui va définir un mécanisme de survenue de l'événement indésirable. Donc le type A, donc comme je viens d'expliquer, donc son mécanisme de survenue, il est pharmacologique, il est connu. Donc, sa fréquence, elle est élevée, elle est de l'ordre de 5 à 30%. Le délai de survenue de cet effet indésirable par rapport à sa prise, c'est un délai qui est suggestif, c'est-à-dire dans le jour ou le lendemain de sa prise. Donc, il y a l'apparition de cet effet indésirable. Heureusement que sa mortalité, elle est faible puisque c'est un effet indésirable qui est très fréquent, qui peut atteindre jusqu'à 30% de la population. Il est dose dépendant et il a une relation directe, étroite avec la dose administrée. Donc, on peut le détecter lors des essais cliniques puisque le mécanisme et les pharmacologiques ont connu la cinétique et la dynamique de ce médicament. Donc, il est reproductible lors des essais expérimentaux, c'est-à-dire à chaque fois, on donne le même traitement chez les mêmes personnes, l'effet indésirable peut se reproduire facilement. Donc, et aussi, on peut le détecter aussi par les notifications spontanées. C'est quoi les notifications spontanées? C'est après la mise sur le marché. Donc, le médecin est dans l'obligation de déclarer tout effet indésirable, c'est-à-dire soupçonné ou comment dirais-je, c'est-à-dire voilà, c'est un médicament qui est soupçonné, un effet indésirable plutôt soupçonné par rapport à l'utilisation d'un médicament quelconque. Donc, c'est quoi la conduite à tenir? Quelles sont les mesures réglementaires suite à l'apparition de cet effet indésirable? On aboutit rarement au retrait, donc on va juste proposer ce qu'on appelle des précautions d'emploi et on va essayer à chaque fois de modifier ce qu'on appelle le RCP, le résumé des caractéristiques du produit du médicament. Donc, c'est ce que vous voyez, vous connaissez tous, c'est la notice. Donc, c'est cette notice-là qu'on va essayer de la modifier afin d'éviter l'apparition de ce type d'événement indésirable. On va essayer de voir en détail c'est quoi ces mécanismes. Donc, l'événement indésirable peut affecter
l'une de ces étapes, donc à savoir la résorption, la distribution, le métabolisme ou bien l'élimination. Donc, une situation ou une modification de l'une de ces étapes de la pharmacocinétique peuvent occasionner l'apparition ou provoquer un effet indésirable pharmacologique. On peut aussi expliquer l'apparition de l'effet indésirable par la pharmacodynamie, c'est-à-dire c'est un effet qui est lié à l'effet principal du médicament, ou bien c'est un effet qui est lié à l'effet latéral du médicament. On va essayer de voir et donner des exemples pour chaque situation, ou bien un effet indésirable lié à un problème pharmaceutique, c'est-à-dire un problème de produit qui est contrefait, périmé ou bien altéré. Pour la pharmacocinétique, donc, toutes ces perturbations qui peuvent aboutir à un effet toxique du médicament, qu'il soit en rapport soit avec une exagération de l'effet thérapeutique, donc c'est l'effet principal, par modification des concentrations du produit au niveau de leur site d'action. Par exemple, je donnerai l'exemple de les antidiabétiques oraux qui peuvent provoquer une hypoglycémie par augmentation de leur concentration dans le sang. Donc, l'hypoglycémie est un effet indésirable lié à l'effet principal. Donc, l'effet principal, c'est l'hypoglycémie. Donc, il y a certaines situations qui peuvent provoquer ou bien augmenter la concentration de ces hypoglycémions qui vont engendrer et provoquer par la suite une hypoglycémie. La même chose, une hémorragie sous antivitamine K. Les antivitamines K aussi, ils ont comme effet principal diminuer ou arrêter une hémorragie, donc c'est plutôt l'inverse. Donc, l'exagération ou bien l'augmentation de cette concentration de ces antivitamines K peuvent provoquer des situations d'hémorragie suite à l'augmentation de leur concentration dans le sang. Ou bien, on a vu c'est quoi l'exagération de l'effet principal ou l'effet thérapeutique, ou bien une toxicité des métabolites qui peuvent expliquer l'apparition de l'effet indésirable au niveau de certains organes cibles. On a ce qu'on appelle la notion de tropisme. Donc, c'est l'autotoxicité des aminosides. Les antibiotiques ont cet tropisme sur les cellules auditives, donc qui peuvent engendrer une autotoxicité liée à l'utilisation de métabolites des aminosides, ou bien aussi la rétinopathie induite par la chloroquine aussi. Il y a un certain tropisme de métabolite de la chloroquine sur la rétine. Donc, il y a certains facteurs de risque qui peuvent, c'est-à-dire ce qu'on appelle potentialiser l'apparition de cet effet indésirable. L'enfant, sujet âgé, ce qu'on appelle les âges extrêmes. L'enfant, par exemple, je donnerai juste un exemple très rapidement, l'immaturité enzymatique. L'enfant, il est toujours, il naît avec une immaturité enzymatique. Donc, les enzymes hépatiques, ils sont immatures, donc ils sont incapables de métaboliser donc les médicaments. Donc, ça peut donner, c'est-à-dire ça peut potentialiser l'apparition de cet effet indésirable. Les sujets âgés aussi, donc il y a aussi cette immaturité ou bien la non-sensibilité de certains enzymes liés à la sénescence, c'est-à-dire l'âge avancé, l'insuffisance rénale par accumulation, donc il y a un défaut d'élimination des médicaments, l'insuffisance hépatique aussi, un défaut du métabolisme hépatique, ou bien les éventuelles interactions médicamenteuses. Il y a certaines interactions qui peuvent expliquer donc l'exagération de l'effet principal. Donc on a l'interaction, elle est, c'est-à-dire on peut l'expliquer dans les deux situations. Donc soit il y a ce qu'on appelle, j'ai bien expliqué la dernière fois, la notion d'induction et d'inhibition enzymatique entre les différents médicaments. C'est on prend des médicaments qui sont métabolisés par le même cytochrome, P450, et on se trouve dans une situation où l'un des médicaments il est inducteur et l'autre il est métabolisé par le même cytochrome.
Donc, le deuxième médicament, il va induire et accélérer le métabolisme du deuxième médicament, puisqu'ils sont, c'est-à-dire, ils concernent la même voie de métabolisation, la même enzyme de métabolisation. Donc, oui, oui, c'est très clair. Merci, docteur. Juste, s'il vous plaît, l'enregistrement. Oui. Je suis arrivé à quel... bon, je pense que c'est là, ici, qu'on s'est arrêté. Recording in progress. Donc, je continue. Donc, après avoir expliqué le mécanisme survenu lors de la perturbation des paramètres ou bien les phases de pharmacocinétique, on va essayer de parler un petit peu sur la pharmacodynamique. Donc, on peut avoir un effet indésirable ou bien une réaction qui est liée à l'effet principal. Donc, je donnerai l'exemple de la cytopénie. Donc, c'est la diminution des globules blancs avec des antihématotiques. Les antihématotiques, c'est une classe thérapeutique de la chimiothérapie classique. Une hémorragie aussi sous anticoagulant. Donc, c'est un effet indésirable, un saignement, ou bien un syndrome extrapyramidal des antihémitiques, qui est aussi expliqué par cette activité antidopaminergique, c'est-à-dire qui est connue, c'est-à-dire qui explique l'effet principal des antihémitiques. Donc, on peut avoir un effet indésirable lié à l'effet latéral. L'effet latéral, je donnerai l'exemple les antidépresseurs cycliques qui sont connus pour cette sécheresse buccale, ce qu'on appelle la sécheresse buccale des antidépresseurs cycliques, ou bien les antihistaminiques, les neuroleptiques ou les phénothiazidiques avec l'activité anticholinergique. Donc, toutes ces molécules peuvent donner ce qu'on appelle une sécheresse buccale qui est expliquée par l'effet latéral de ces médicaments. On peut expliquer aussi l'effet indésirable pour des problèmes pharmaceutiques, donc pour un produit périmé ou altéré. Donc, on tombe, c'est-à-dire on est devant deux situations, soit inefficacité ou bien une toxicité. Donc, il faut se méfier de ces produits-là. Donc, la toxicité des tétracyclines périmées qui est connue, donc ne jamais utiliser surtout les tétracyclines quand ils sont périmés, ou bien une modification des paramètres de libération de produits, c'est-à-dire il y a une modification de ce qu'on appelle la cinétique de dégradation du produit. Donc, il y a des comprimés qui contiennent du KCl qui peuvent, s'ils perdent c'est-à-dire cette modification, bien cette cinétique de dégradation, ils peuvent provoquer une toxicité œsophagienne, si elles sont prises par voie orale. Donc, il y a une perte du caractère de libération prolongée de certaines formes de théophylline, par exemple, quand elles sont absorbées avec l'alimentation. Donc, aussi, c'est une autre situation où il y a une modification de la libération du produit. Donc, ici, il y a cette modification de la libération prolongée, la forme de libération prolongée de la théophylline si elle est prise avec l'alimentation. Donc, il faut faire très attention par rapport à ces situations à risque. Donc, c'est quoi la conduite à tenir devant un effet indésirable de type 1? Donc, soit diminuer la dose, ou on fait un plasmatique posologique. Donc, comme j'expliquais la dernière fois, l'index thérapeutique ou la marge thérapeutique. Donc, c'est cette situation-là où ces médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite ou bien une fenêtre thérapeutique étroite qui sont intéressés par ce dosage plasmatique. Donc, on doit impérativement, devant tout effet indésirable pour ces molécules-là, de faire un dosage plasmatique afin de se situer, c'est-à-dire savoir est-ce qu'on est dans, c'est-à-dire un surdosage ou bien l'inverse, un sous-dosage de ces médicaments. Donc, c'est quoi la conduite? Donc,
c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le tableau. Donc, on a dit qu'on doit procéder à chaque fois à des modifications, c'est-à-dire des précautions d'emploi par rapport à l'utilisation. Donc, par exemple, si le malade il est sous IEC, par exemple, les inhibiteurs des enzymes de conversion, c'est un antihypertenseur, ils sont connus pour leur effet indésirable qui est l'atout. Donc, si l'atout est un effet indésirable, on va pas, vous serez d'accord avec moi, on va pas retirer un IEC qui a prouvé son efficacité parce que tout simplement il provoque une toux. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On change, en général, qu'est-ce qu'on fait? On change la classe thérapeutique ou bien ou bien au contraire, parfois et souvent plutôt, ça marche bien, c'est-à-dire il faut juste un peu de temps pour le patient pour qu'il s'adapte avec cette nouvelle thérapeutique. Donc, et on a remarqué qu'avec le temps, avec la prise chronique des IEC, la toux diminue de fréquence et même parfois elle disparaît. Maintenant, on va parler de l'effet indésirable de type B. B, c'est bizarre, il a deux mécanismes de survenue. Il est soit immunoallergique, soit non immunoallergique. Donc, sa fréquence, elle est vraiment rare, elle est inférieure à 1%. Le délai de survenue, il est aussi suggestif aussi. Donc, il n'y a pas un délai très important entre la prise du médicament et l'apparition de l'effet indésirable. La mortalité, par contre, ici, elle est importante et heureusement que c'est un effet indésirable qui est rare. Il n'est pas dose dépendant puisqu'il implique un mécanisme immunoallergique ou bien non immunoallergique. Donc, c'est pas pharmacologique comme le type A. Donc, la détection, on le détecte après la commercialisation puisque mis sur le marché, parce qu'il y a un phénomène, il y a un mécanisme immunoallergique qui explique cet effet indésirable. Donc, voilà, donc elle est quasi impossible lors des essais précliniques ou bien les essais cliniques chez l'homme. On a plusieurs exemples des réactions immunoallergiques. Donc, c'est en fonction de l'organe atteint. On a plusieurs manifestations d'événements indésirables. Donc, elle peut se manifester par un urticaire qui va impliquer un mécanisme immunoallergique, les rages maculeux-papilleux aussi, l'eczéma, les vascularites, le syndrome de Liel, c'est connu pour les anti-inflammatoires par exemple, le syndrome de Stevens-Johnson, donc l'hématologie, la moelle osseuse aussi, par exemple la PTI, la thrombopénie la PTI, donc purpura thrombopénique idiopathique, qui peut donner la thrombopénie par l'implication de mécanismes immunoallergiques, les anémies hémolytiques, les anémies de toute classification. Elle peut toucher aussi le foie et donner une cytolyse hépatique, par exemple. Le poumon, les pneumonies avec apparition ou bien prédominance, des éosinophiles ou bien les alvéolaires ou les interstitiels, les pneumonies interstitielles. Systémique, pour les maladies de système, c'est l'anaphylaxie, donc les maladies sériques où il y a l'implication ou la production massive des auto-anticorps qui sont dirigés contre contre soi. Le lupus, par exemple, aussi, qui est une maladie auto-immune dirigée contre certains organes, à savoir la rétine, le foie. Donc, c'est tous ces auto-anticorps qui sont dirigés contre la rétine, par exemple, qui peuvent engendrer dans le temps une cécité. Rénale, on a plusieurs aussi, la néphrite interstitielle et les glomérulonéphrite. Maintenant, on va parler de la réaction pseudo-anaphylactique. Pourquoi pseudo-anaphylactique? Tout simplement parce que c'est une réaction qui est similaire à une réaction allergique,
qui est due aussi à la libération directe de l'histamine, comme la réaction immunologique, secondaire à la dégradation des basophiles, mais à la différence sans qu'il y ait cette réaction antigène-anticorps. Donc, absence de sensibilisation préalable. Donc, à la différence de la réaction immunoallergique, donc, sans qu'il y ait l'implication de cette réaction antigène-anticorps, donc il n'y a pas, c'est-à-dire la production des autres anticorps, qui fait la différence entre la réaction pseudo-anaphylactique et la réaction immunologique. Donc, il y a certains médicaments qui sont souvent impliqués dans ce type de réaction. On a surtout les anti-inflammatoires, non-stéroïdiens et l'aspirine, les produits de contraste radiologique, les narcotiques et les curares utilisés dans l'anesthésie. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est des situations où on ne peut pas les prévoir. C'est des situations qui sont définies par, c'est-à-dire la sensibilité de chacun de nous. L'idiosyncrasie, donc c'est une disposition personnelle particulière, génétiquement définie, donc à réagir à l'action des agents extérieurs, qu'ils soient physiques ou chimiques. Donc en pharmacovigilance, on parle d'une réaction qui est qualitativement anormale, puisqu'elle est génétiquement déterminée, elle est définie génétiquement. Donc, c'est une réaction non liée à une action pharmacologique, mais aussi c'est une réaction qui ressemble à une hypersensibilité, mais qui n'implique pas le mécanisme immunoallergique. Donc, c'est des réactions pour lesquelles le mécanisme est toujours pas clair. Donc, l'idiosyncrasie, vous retenez que c'est une réaction qui ressemble à l'hypersensibilité, mais qui n'implique pas le mécanisme immunoallergique. Pourquoi? C'est quoi son mécanisme? Il n'est pas aussi clair, mais c'est une prédisposition génétique. C'est-à-dire, voilà, chaque personne a cette prédisposition, ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, qui peut, dans certaines situations, expliquer l'apparition de ces effets indésirables. Donc, on a plusieurs exemples pour l'idiosyncrasie. Donc, les hypertensions oculaires sous corticoïdes, donc elle est définie, elle est fréquente chez 5% de la population et elle est de transmission autosomique récessive. L'hyperthermie maligne sous anesthésie générale, donc elle touche 1 sur 15 000 personnes, donc elle a un caractère familial. Donc vous voyez ici la génétique qui intervient et qui définit ce mécanisme de survenue. Il y a les anémies aplasiques sur chloramphénicol, donc qui est une aplasie malheureusement irréversible, les hépatites à la lotane et aussi les hyperplasies gingivales à la phénitoïne, donc il y a toujours ce caractère familial. C'est quoi la conduite à tenir devant un effet indésirable de type B? Vous pouvez imaginer que sur le plan individuel, c'est-à-dire sur la personne, on procède à un arrêt définitif du médicament impliqué, puisqu'on a dit que à chaque fois il y a un contact ou il y a réadministration de ce produit, l'organisme se manifeste très sévèrement avec cette prise de médicament. Donc, avec l'arrêt définitif, donc, on va établir une liste d'éviction des produits qui sont susceptibles de déclencher ce type de réaction. On va aussi établir ce qu'on appelle une carte sur laquelle on va mentionner tous les médicaments qui sont susceptibles de déclencher cet effet indésirable. Donc, cette carte, c'est-à-dire le patient, il doit la mener là où il part, puisque, c'est-à-dire, ça peut expliquer ce genre de réaction si on ne connaît pas le patient. Donc, le fait que, c'est-à-dire d'avoir cette liste ou bien cette carte d'éviction, on saura, c'est-à-dire on sera guidé par rapport à la conduite à tenir et expliquer le tableau clinique de ce patient. Donc, au niveau réglementaire, donc, retrait quand la fréquence de survenue devient préoccupante. Donc, ici, on procède souvent au retrait de ce médicament quand la fréquence commence plutôt à augmenter, puisque la mortalité ici, elle est très importante. Le type C,
Donc, le mécanisme est toujours inconnu parce que c'est une réaction chronique dans le temps. La fréquence, heureusement qu'elle est rare, elle est inférieure à 1%. Le délai, il est non subjectif ici, il est retardé, vraiment retardé, comme on a vu, c'est-à-dire sur l'exemple empirique. Après plusieurs années de la prise de diéthylstilbestrol, il y a l'apparition de ces cancers vaginaux chez les fillettes. Il n'est pas dose dépendant. Heureusement que la mortalité, elle est faible, donc la détection, elle est difficilement reproductible expérimentalement, puisque les essais cliniques, qu'ils soient chez l'animal ou chez l'homme, ils sont limités dans le temps. Et comme on a donné l'exemple de ce contraceptif, donc l'apparition, elle est visualisée après plusieurs années de son administration. Donc, pour les mesures, aboutir rarement au retrait du médicament. Non, ici, donc, on va essayer de donner quelques exemples ou bien expliquer c'est quoi le type C. Donc, l'augmentation de la fréquence d'une maladie spontanée qui survient après une prise chronique d'un médicament. Ici, c'est une problématique. Donc, la relation de cause à effet est souvent difficile à établir. Donc, c'est l'imputabilité, ce qu'on appelle l'imputabilité dans la pharmacovigilance, c'est établir le lien de causalité entre l'effet indésirable et la prise du médicament. C'est ça ce qu'on appelle l'imputabilité. Pourquoi elle est douteuse? Parce que la chronologie d'apparition par rapport à la prise, elle est non suggestive, donc elle est vraiment retardée. Le mécanisme est souvent indéterminé. Les réactions médicamenteuses, c'est des réactions qui sont atypiques, qui ne sont pas connues, avec possibilité de plusieurs facteurs de confusion. Donc, on n'est pas vraiment du tout à l'aise sur l'établissement de cette imputabilité. Donc, on a plusieurs exemples. Donc, je rebondis sur les cancers après utilisation, plusieurs années après l'utilisation de chlorfibrate. Les osteoporostatifs, cancer du sein, les accidents thromboemboliques et les calculs biliaires sous contraceptifs oraux chez les femmes qui prenaient les pilules. On va essayer de récapituler un petit peu les trois et faire la comparaison entre les trois types de réactions. Donc, le type A, il est fréquent, le type B, il est moins fréquent, et le type C, il est rare. Le type A, il est dose dépendant, tandis que le type B et C, ils sont non dose dépendants. La chronologie d'apparition pour le type A, elle est plus ou moins suggestive. Le type B, elle est très suggestive, c'est-à-dire dans les minutes qui suivent la prise du médicament, il y a cette réaction immunoallergique. Pour le type C, elle est du tout non suggestive parce qu'après plusieurs années, il y a l'apparition de cet effet indésirable. Pour la mortalité, elle se manifeste plus pour le type B. Le mécanisme, il est pharmacologique pour le type A, il est immunoallergique et non immunoallergique pour le type B. Et le type C, on dit que il est très mal connu, on parle de toxicité chronique. Donc l'arrêt de la commercialisation, donc en général, ça concerne le type B, puisque la mortalité elle est très importante. La réversibilité, l'événement indésirable peut disparaître après l'arrêt de l'administration du médicament pour le type A et le type B. Par contre, le type C, c'est-à-dire l'effet indésirable, il est irréversible. La réadministration, pour le type A, on peut le réadministrer. Pour le type B, il est contre-indiqué, aussi bien pour le type C. On va aussi voir très rapidement d'autres classifications d'effets indésirables, selon est-ce que l'effet indésirable soit prévisible ou non. Donc, une réaction de mécanisme immuno, plutôt pharmacologique, on peut la prévoir parce qu'on connaît son mécanisme de survenue, il est pharmacologique. Donc, il y a une modification de la pharmacocinétique ou bien la pharmacodynamique qui peut expliquer et prévoir l'apparition de l'effet indésirable. Une éventuelle interaction médicamenteuse de médicaments qui ont la même voie de métabolisation peut être prévisible, c'est-à-dire on pourra aussi l'éviter bien évidemment. Pour les effets indésirables imprévisibles, les immunoallergiques, ils sont imprévisibles. L'idiosyncrasie, elle est aussi imprévisible. Le polymorphisme génétique,
avant investigation et aussi, c'est-à-dire il est imprévisible. C'est-à-dire on saura jamais expliquer un événement indésirable lié à un polymorphisme génétique avant investigation. Donc tout ça, c'est des réactions pardon, qui sont imprévisibles. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis là pour répondre. Allô, allô. Apparemment, il n'y a pas de questions. Dans ce cas-là, je vous enverrai le cours pour la déléguée et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Sahar Mdakum. Recording